Bonsoir à tous. Euh, alors, au début, moi, je voulais vous présenter un état des lieux sur les hooks, avec plein de jolis graphiques, des custom hooks bien sympas, l'évolution des issues depuis qu'ils sont sortis, et tout un tas de choses comme ça. Et puis, vu que j'étais énormément inspiré et que j'arrivais pas à m'y mettre, je me suis posé la question et je me suis dit, en fait, j'ai jamais regardé comment étaient implémentés les hooks. Donc je suis allé voir dans le code source, et quand j'ai enfin réussi à trouver où étaient implémentés les hooks, parce que déjà c'est pas hyper naturel, je vous cache pas que ma réaction c'était un peu celle-là. Je me suis retrouvé en face de 2000 lignes de code assez incompréhensibles, avec plein de notions de React internes que je ne connaissais pas. J'ai mis pas mal de temps à comprendre ce qui s'y passait. Et puis après quelques jours à relire ces lignes de code, parce que j'arrivais toujours pas à avancer sur le sujet principal de ma presse, j'ai finalement compris ce qui se passait. Et là j'ai pris une décision. Donc moi je m'appelle Simon Boeuf, je suis développeur front à Xebia, et je vais vous présenter Under the Hooks, un voyage inattendu dans le monde de React. Donc dans cette présentation, ce qu'on va essayer de faire, c'est une implémentation hyper simpliste des hooks. Quand je dis hyper simpliste, c'est hyper simpliste, c'est-à-dire que le fichier de base fait plus de 2000 lignes, et le fichier qu'on va créer fait 114 lignes. Donc on va essayer de rester le plus proche possible de la réalité, et je vous assure qu'en réalité on n'en est vraiment pas très loin, mais il va quand même falloir faire quelques sacrifices. Ces sacrifices, ça va être que d'abord on va implémenter que useState et useEffect, mais rien qu'avec ces implémentations-là, on va pouvoir bien se rendre compte de comment fonctionnent tous les autres hooks. Ensuite, on va pouvoir faire du rendering que manuellement, en appelant directement la fonction de rendering et en lui passant en composant et les props, et de manière synchrone. Si on avait voulu gérer les renderings dynamiquement à partir d'autres composants et de manière asynchrone, il aurait fallu introduire le concept de React Fiber. Et pour ça, il m'aurait fallu, j'ai 30 minutes, là il m'aurait fallu à peu près 12 fois ça, je pense. Donc on va pas faire ça aujourd'hui. Ensuite, on va gérer le render que d'un seul composant, pour les mêmes raisons. Parce que en réalité, ce qui se passe quand vous appelez votre fonction de rendering des hooks, vous lui passez une fiber qui va elle définir le composant que vous êtes en train de rendre et les hooks qu'elle doit utiliser. Donc, comme on n'a pas de fiber, on a un seul composant. Évidemment, on ne va pas non plus gérer les cas particuliers. Typiquement, si vous passez une fonction à votre useState au lieu d'une valeur, il va exécuter cette fonction pour envoyer votre valeur initiale. Ou si vous mettez null en dépendance de votre useEffect, il va réexécuter votre effect à chaque passage. Ce genre de truc, c'est globalement que des if-else dans le code source de React, et nous, ça ne nous intéresse pas. Et enfin, on va évidemment pas faire de rendering, parce qu'on va pas implémenter un moteur de rendering. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre composant, il va faire des consoles.log, et on va dire que c'est un output et que c'est du DOM. On va faire semblant. Alors, quand on commence à essayer de chercher où sont implémentés les hooks dans React, donc quand on clone le repo et qu'on cherche où est useState, en fait, la première définition sur laquelle on tombe, elle nous déçoit un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, on voit juste deux lignes de code qui nous disent resolve un dispatcher et renvoie son useState. Ok, très bien, ça tombe bien, resolve dispatcher, elle est dans le même fichier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous apporte déjà un tout petit peu plus. Elle nous dit que si on n'a pas qu'elle va taper dans un singleton déjà qui s'appelle React Current Dispatcher, et que si sa propriété current est à null, on nous dit qu'on n'est pas dans une fonction de rendering et qu'on n'a pas le droit d'utiliser les hooks. Donc, pour ceux qui se demandaient où est-ce que c'était fait, ce bout de code qui nous embête quand on essaie de faire un useState dans le wild, c'est ici. Et donc elle nous retourne ce dispatcher. Par acquis de conscience, on va quand même aller voir dans le fichier react_current_dispatcher.js, mais il n'y a rien non plus. On retourne juste un singleton avec une propriété current qu'on initialise à null. En fait, tout ça, ça se passe dans le fichier qui s'appelle reactfiberhooks.js. Donc c'est ce fichier qui contient les 2000 lignes de code. C'est reactfiberhook.js, hein, j'ai pas oublié un S. C'est le clavier de Mac, je cherche des excuses. En bref,
s'il y a un truc que vous devez retenir de cette présentation, c'est que les hooks, c'est des queues. En réalité, c'est pas des queues, c'est des listes chaînées, mais j'ai pas trouvé une liste chaînée qui ressemblait à un crochet. Je mis une queue, c'est presque pareil. Fallait que je vous parle d'autre chose ici, je sais plus ce que c'est. Oui, ce que ça implique, le fait que ce soit des queues, c'est que avant de pouvoir utiliser votre queue, il va falloir la construire. Et donc ça, c'est le truc qui m'a le plus étonné quand j'ai préparé cette présentation, c'est qu'en fait, vous n'allez pas utiliser les mêmes hooks pendant une phase de mount que pendant une phase d'update. En fait, pour chaque hook, vous allez avoir deux fonctions qui sont définies. Par exemple, pour useState, vous allez avoir mount state et update state. Et c'est pareil pour tous les hooks. Alors avant d'aller plus loin dans l'implémentation, on va introduire deux variables globales qui sont réellement dans le fichier, il y en a même beaucoup plus en fait. Mais nous on va en avoir besoin que de deux, qui sont first hook, qui va correspondre au premier hook qui est stocké dans la fiber du composant, et donc qui est initialisé à null. Ça veut dire que pendant une phase de mount, ce hook sera au début à null, et pendant une phase d'update, il correspondra au premier hook qui aura été enregistré pendant la phase de mount. La deuxième variable, c'est current hook, et elle va correspondre au hook qu'on est en train d'exécuter ou au dernier qu'on a exécuté si on a fini de l'exécuter. On va avoir besoin d'une fonction qui va nous permettre de rendre nos composants. Cette fonction, elle s'appelle render with hooks. Dans le vrai code source, cette fonction, elle prend en paramètre une fiber, un composant des propriétés, des refs ou un contexte et une variable qui est imprononçable et qui sert à optimiser le rendu. Nous, on va dire que la fiber, on s'en fiche, comme on l'a dit plus haut. Le component et les props, ça va être utile quand même, on va les garder. Les refs et le contexte, ça n'existe pas. Et l'optimisation de rendu, vu qu'on fait du console.log, on va s'en passer aussi. Donc on va se retrouver avec une fonction qui prend deux arguments, component et ses props. Comment elle marche cette fonction? On peut dire qu'elle marche à peu près en trois temps. Dans un premier temps, elle va déterminer si on est dans une phase de mount ou d'update, et en fonction de ça, elle va nous retourner le bon dispatcher. En gros, un dispatcher, ça va être un objet qui va présenter l'interface des hooks et qui va attacher en valeur soit les hooks de mount, soit les hooks d'update. Ensuite, elle va reset le current hook pour dire ok, on est au début d'une phase de render, donc on n'a pas de current hook. Il va falloir que ce soit mon composant qui fasse ce travail-là. Et enfin, elle va appeler le composant avec ses props et puis le laisser faire leur boulot. Le laisser faire son boulot. Au niveau de l'implémentation, qu'est-ce que ça donne? Donc, on voit qu'en premier, on regarde l'état de first hook. Donc, first hook, pour rappel, c'est le premier hook de notre composant. S'il est à null, ça veut évidemment dire que soit notre composant n'a pas de hook et qu'il n'a rien à faire dans cette fonction, donc on s'est planté déjà, on n'aurait pas dû appeler cette fonction-là. Mais d'une manière générale, ça veut surtout dire que notre composant n'a pas encore été monté, donc on est dans une phase de mount. Et donc on va assigner le readCurrentDispatcher.current à hooksDispatcher on mount, qui est sur la droite. Et sinon, on fait hooksDispatcher on update. Ensuite, on va reset notre current hook, on va le passer à null. Et enfin, on va appeler notre composant avec ses props, et sa valeur de retour, ce sera ses children. Chez nous, ce sera undefined, puisqu'on fait du console.log. Et enfin, en fin de render, on repasse le readCurrentDispatcher à null pour pouvoir jeter les gens qui ont essayé d'utiliser useState en dehors des fonctions de rendering. Alors, on va regarder comment ça se passe un mount hook. Donc, un mount hook, c'est une fonction qui ne prend pas d'argument et qui va être appelée par tous les hooks de mount, donc seulement pendant la phase de mount. Comment elle fonctionne cette fonction? La première étape, c'est qu'elle va créer un hook vide. Donc un hook, ça a réellement cette tête-là, c'est-à-dire que ça contient un state et un next. State, ça représente pas forcément le state du useState, ça peut représenter n'importe quelle donnée dont va avoir besoin le hook pour fonctionner. Donc typiquement, pour un useEffect, ce sera ses dépendances. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe au hook suivant. C'est-à-dire on dit, maintenant je veux que le hook que je suis en train d'appeler soit le hook courant. Et enfin, on retourne notre hook à la fonction au hook demande qui nous a appelé, et il fait ce qu'il veut avec notre hook qui est bien positionné sur notre queue. On va regarder du code. Et moi personnellement, c'est là que je me suis rendu compte que
Le cerveau d'un développeur a été complètement bousillé parce que je comprends plus facilement 15 lignes de code qu'un graphique avec trois étapes. Mais bon. Donc qu'est-ce qu'on fait dans mountHook? Alors, encore une fois, on commence par déclarer un hook vide. On regarde si notre current hook est à null. Si notre current hook est à null, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est au début d'une phase de rendering. Sauf qu'on sait qu'on est dans une phase de rendering de mount. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que notre first hook est null. C'est que notre first hook est null aussi. Donc à ce moment-là, il faut qu'on attache notre variable first hook qui représente encore une fois le premier hook qui sera appelé dans notre composant à ce hook-là, au hook qu'on est en train d'exécuter. Donc pour l'instant, c'est un hook vide. Et évidemment, on met le hook à current hook. Si current hook n'est pas null, ça veut dire qu'on a déjà appelé un hook avant. Je vois des têtes bizarres. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres slides là-dessus pour expliquer encore plus après. Si current hook n'est pas null, alors à ce moment-là, on change de hook. Ça veut dire que le current hook, c'est celui qui vient d'être exécuté. Et on assigne le hook nouvellement créé à current hook. Et donc on retourne ça. On va faire un fizzbuzz pour essayer de se représenter ce que c'est. Alors c'est un exemple de fizzbuzz complètement bidon parce qu'on pourrait faire ça beaucoup plus simplement sans set state et sans use state et sans use effect, mais ça me permet de bien montrer ce que je veux vous montrer. Donc fizzbuzz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exercice de code. Vous lui passez des nombres et si c'est un multiple de 3, il doit écrire fizz. Si c'est un multiple de 5, il doit écrire buzz. Si c'est un multiple de 3 et 5, il doit écrire fizzbuzz. Et dans tous les autres cas, il doit juste vous renvoyer le nombre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer deux booléens dans un useState qui vont dire est-ce que... Il fait la gueule. Est-ce qu'on doit afficher fizz? Est-ce qu'on doit afficher buzz? Et à chaque fois que notre nombre change, recalculer est-ce qu'on doit afficher fizz ou est-ce qu'on doit afficher buzz. Et ensuite, faire notre console.log en fonction de ce qu'il faut. Donc on va regarder ce qui se passe quand on appelle notre render with hooks avec ce composant qui n'a pas encore été monté. Donc si on console.log le first hook, on voit qu'il est à null. On appelle notre render with hook avec le nombre 5. Et quand on console.log le first hook à la sortie, on voit que cette fois-ci il y a une structure. Cette structure, c'est la structure d'un hook. C'est-à-dire qu'elle contient un state qui correspond au display fizz, qui est le premier hook qu'on a appelé, et un next. Dans ce next, il y a un autre hook qui est un state qui correspond au display buzz. Display buzz est à true puisqu'on a passé 5 en nombre. Et ensuite encore un next qui contient notre dernier hook qui est notre use effect, avec dans le state les dépendances qu'on lui a données. Les hooks d'update. On va aller plus vite sur les hooks d'update parce que vous avez tout compris au hook de mount. Donc on va montrer que l'implémentation. On va revenir vite fait sur celui d'avant quand même pour vous montrer comment ça se passe. Pendant un update, en fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que monter cette queue, on va se balader dedans pour trouver le hook qu'on est en train d'utiliser. Donc la première fois qu'on va passer dedans, on va être au sommet de la queue, puis on va descendre d'un niveau à chaque fois qu'on va appeler un hook. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si current hook est à null. S'il est à null, ça veut dire qu'on est dans le premier hook d'une phase de render. C'est un rendering d'update. Donc si c'est un rendering d'update, notre first hook n'est pas null. Et donc à ce moment-là, on peut assigner notre current hook à first hook. Et sinon, on fait que simplement descendre d'un niveau dans la queue. Et on retourne le hook. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir implémenter des vrais hooks. Donc useState et useEffect. On va commencer par useState. Donc la fonction mountState, elle, ce qu'elle va faire, c'est prendre un initial state, récupérer le hook courant, le hook nouvellement créé avec mountHook, ou nouvellement créé et bien placé dans la queue, assigner l'initial state au state, déclarer une fonction qui va changer la valeur de hook.state et renvoyer cette paire-là. Pendant l'update, c'est un tout petit peu différent. Cette fois-ci, l'initial state, on s'en fiche en fait, puisque c'est un update. Alors attention, hein, c'est un useState pendant une phase d'update, ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire un setState. Donc on récupère le hook qu'on a monté pendant le mountState. Et pour le moment, on va dire qu'on redéclare une fonction qui va mettre la valeur du hook, qui va mettre la valeur du hook.state à ce qu'on lui passe en paramètre. Et qu'on va retourner ça. En fait, il nous manque quelque chose, mais on va le voir tout à l'heure. Pour useEffect, c'est encore plus facile.
Donc encore une fois, on récupère notre hook avec mountHook, et on va stocker nos dépendances dans hook.state. Et ensuite, on va run notre effect, parce que la première fois qu'on fait un useEffect, il est forcément lancé. Pendant l'update, ce qu'on doit faire, c'est vérifier si les dépendances ont changé. Donc on récupère notre hook avec updateHook, on compare ces dépendances, son state, avec les dépendances qu'on nous a données en argument, et si elles sont différentes, alors on relance notre effect. Et enfin, on stocke les nouvelles dépendances dans le hook.state. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'il allait nous manquer quelque chose dans le setState. Ce qui va nous manquer, en fait, c'est que là, si on essaye de faire des console.log de display fees après un set display fees, on va se rendre compte que la valeur ne change pas. Pourquoi la valeur ne change pas? Parce qu'en fait, c'est une copie de cette valeur qui nous est renvoyée. Ce qui veut dire qu'au début de votre fonction, quand vous allez faire un useState, la partie gauche de la paire, donc la valeur du state, sera une copie de la vraie valeur de hook.state, et vous pouvez faire autant de setState que vous voulez. Pendant le render, cette valeur, elle ne changera pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça? Il faut programmer un re-render. Il faut dire à notre composant, rappelle-toi encore une fois pour qu'on réexécute le useState et qu'il récupère la vraie valeur du hook.state. Pour ça, on va avoir besoin d'une nouvelle variable globale qui s'appelle didScheduleUpdate. J'invente pas, elle existe vraiment, elle est même encore plus compliquée au niveau du naming. Et on va l'initialiser à false. Comment est-ce qu'on va s'en servir de cette fonction? Et ben, à l'intérieur de notre update state, en fait, on va lui dire écoute, j'ai changé un truc là, mais tu vas avoir besoin de te re-rendre pour t'en rendre compte. Donc passe didScheduleUpdate à true. Et à l'intérieur de renderWithHooks, on va commencer par la repasser à false, puis on va rendre notre composant, et ensuite, tant qu'elle est à vrai, on va la repasser à false et re-rendre notre composant. Dans le vrai code source de React, il y a des verrous pour dire là, tu es en train de faire de la merde, ton hook va se re-render à l'infini. Mais nous, on n'a pas fait ça parce que on s'en fiche. Et donc là, on a une implémentation des hooks qui fonctionne. Il y a une petite démo qui est complètement inutile où je vais de 1 à 16 et je fais un console.log et je lance mon fizbuzz avec le nombre qui va bien. Et on voit que les outputs sont les bons. Ils sont un peu durs à lire, mais si ça vous intéresse, on reviendra dessus pendant la question. Pourquoi je fais ça? J'étais prêt à passer en mode démo, je crois. Je vais vous présenter quelques fun facts que j'ai découverts pendant la préparation de cette présentation. Le premier, il concerne useState et useReducer. Moi, si on m'avait demandé de parier, j'aurais dit que useReducer utilisait useState en interne. En réalité, c'est le contraire qui se passe. En réalité, c'est updateState qui va appeler updateReducer avec un réduceur basique. En fait, ce réduceur, il va juste prendre votre action et la retourner. Moi, j'aurais pas dit ça de base. Allons. Celui-là, il n'est pas si étonnant que ça. Le prochain, il est quand même vachement plus costaud. Le prochain, c'est qu'en fait, useImperativeHandle, c'est un cas particulier de useEffect. Alors, useImperativeHandle, pour rappel, c'est un hook qui vous permet de customiser un petit peu l'interface que vous allez présenter au forward qui va instancier votre composant. Et alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit comment ça peut marcher. Et en fait, en y réfléchissant un petit peu, là je vous ai menti, un effect, c'est pas du tout ce qu'on a fait en vrai. Un effect, c'est pas une fonction qui se lance de manière synchrone pendant le rendering de votre composant. Un effect, c'est une fonction qui se lance de manière synchrone ou asynchrone selon les besoins, une fois que votre composant est lancé, est rendu. Excusez-moi. Et donc en fait, quand on y réfléchit bien, useImperativeHandle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une ref, donc qui peut changer pendant le rendering d'un composant, et il va faire des trucs dessus pour exposer une interface au composant appelant. Donc finalement, ça a complètement du sens que ce soit juste un effect un peu particulier qui dise, une fois que mon composant est rendu, récupère la ref qui a pu être modifiée depuis et fais-en quelque chose. Et le dernier, c'est que useContext, c'est pas vraiment un hook, en fait. UseContext, c'est juste une fonction qui s'appelle readContext et qui va vous retourner la valeur d'un contexte consumer. Enfin, la valeur du consumer du contexte que vous voulez passer en paramètre parce que vous ne pouvez pas lui passer de contexte consumer directement en vrai.
Donc cette fonction-là, elle ne passe pas dans votre queue. C'est juste un read context. Pour le hook dispatcher on mount et on update, c'est pareil. Et elle n'a rien à voir avec les hooks. Donc c'est rigolo qu'ils aient mis ça là-dedans. Ensuite, j'étais censé vous présenter rapidement les hooks qui arrivent. J'ai pas assez fait mes devoirs parce que c'est très très lié à Concurrent Mode API et j'ai pas encore eu le temps de lire concrètement ce que faisait la Concurrent Mode API. Mais on va essayer quand même de vous faire une petite description. En gros, Use Transition, ça va être un hook qui va vous permettre de créer, qui va vous retourner une fonction qui va vous permettre de lancer une transition. Donc en gros, dire à React, je vais faire un traitement lourd. Et qui va vous retourner aussi un booléen qui va vous dire est-ce que ma transition est en cours ou pas. Et donc ça va vous permettre de gérer de manière smooth les transitions entre les différents renders. Donc que ce soit pour les grosses listes qui mettent très longtemps à se rendre ou pour les fetch par exemple qui vont prendre du temps. Et useDeferred value, ça va être un autre hook qui va vous permettre d'utiliser pendant un certain temps que vous allez configurer l'ancienne valeur de useState que vous allez mettre dedans. Donc pareil, ça a des cas d'usage hyper concrets dans la Concurrent Mode API si vous allez voir sur la doc, mais je ne peux pas vous les expliquer maintenant. Et un dernier hook qui s'appelle useResponder, qui est dans le code source, qui est documenté nulle part, qui est utilisé en interne par React. De ce que j'ai compris, ça permet de créer un observable sur un élément du DOM, enfin en tout cas eux l'utilisent sur les éléments du DOM. Et ça permet du coup d'écouter tout un tas d'events qui vont sortir de cet élément et d'avoir un pattern observable sur ce truc-là. Donc je ne sais pas du tout s'ils ont prévu de le rendre public un jour ou pas, mais en tout cas ils l'utilisent en interne. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Eh bien, merci. Je vais vérifier quand même. Ah, il y a une main levée. Ils attendaient le micro. C'était ton premier voyage dans les profondeurs de React ? Presque. En fait, avant, j'y étais déjà allé. J'avais vu écrit Fiber et j'y avais abandonné. C'est la première fois que je m'y suis mis autant, oui. Bah, merci. Avec plaisir. Merci. Moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'est... moi, j'utilise beaucoup, en fait, encore les classes, c'est pas vraiment les hooks, parce que c'est quand même assez récent, et je suis pas mal dans mes études. Ce que je voulais savoir, globalement, c'est quel est le gros impact. Alors, j'ai cru comprendre que c'était utile pour pouvoir alléger le code. Est-ce qu'il y a d'autres impacts, d'autres intérêts de plus, en fait, à utiliser les hooks ? Ça va dépendre du hook, mais d'une manière générale, ouais, c'est surtout ça. Ça va te permettre d'avoir déjà un functional component et pas une classe. Donc d'avoir du code qui s'exécute de manière linéaire et pas en fonction d'un lifecycle. Souvent, ce sera moins verbeux concrètement pour le use context. On était obligé de faire des render props. Et moi, je suis désolé. Le speaker d'avant a parlé des render props. Moi, je supporte pas les render props. Je trouve ça beaucoup trop verbeux et quand tu commences à les imbriquer, c'est très, très difficile à lire. Donc ça te permet de te passer de ça. Et oui, d'une manière générale, c'est pour simplifier le workflow de ton composant et éventuellement réduire la verbosité. Ouais. Alors moi aussi, je connais pas trop les hooks, mais j'ai entendu parler qu'il y a des cas d'utilisation qui ne sont pas compatibles avec les hooks aujourd'hui. Et Ouais. comme toi, tu as pu explorer un petit peu le monde des hooks, tu peux nous expliquer pourquoi ils ne sont pas compatibles ? Alors, je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Je pense que tu parles de deux phases du lifecycle qui n'ont pas été. Donc, c'est component did catch et je ne sais plus si quelqu'un l'a. Je me rappelle qu'il y en a deux, mais je ne sais plus ce que c'est le deuxième. Alors, component did catch, j'ai pas réfléchi à cette question, donc je vais réfléchir à voix haute. Pas de souci. Component did catch, qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire Component did catch, du coup, il va en gros, j'imagine qu'il va faire un try-catch sur le rendering de ses children. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un use catch À mon avis, tout simplement parce que, comme on l'a vu, les hooks, ils n'ont pas accès aux composants.
Ils n'ont pas accès aux children. Et finalement, ils peuvent pas agir sur le composant et sur le rendering du composant eux-mêmes, en fait. C'est l'utilisateur qui va utiliser le résultat des hooks. Donc je pense que c'est pas faisable. À l'instant comme ça, je sais pas. Moi non plus. Ok. Non, mais Wheelmount, on peut. Déjà, Wheelmount, il n'existait plus même avant les hooks. Et puis en plus, on peut. Non, Wheelmount, on peut rien faire avec, mais DidMount, on peut simuler, on peut reproduire l'effet avec des effets. D'autres questions? Votre dernière chance? Non? Ok, merci. Merci beaucoup.